Madame, Monsieur, bonsoir. Télémédecine au menu de questions d'actu ce soir. Alors, la télémédecine, c'est une médecine pratiquée à distance à l'aide des technologies de l'information et de la télécommunication. La télémédecine, selon la définition de l'OMS, est une composante de la médecine moderne. Elle est devenue aujourd'hui une pratique médicale généralisée dans les pays développés. Alors, il faut savoir que le Maroc est parmi les rares pays d'Afrique et du monde arabe à avoir un cadre législatif de la pratique de la télémédecine. Mais voilà, une des principales composantes de la télémédecine, à savoir la téléconsultation, eh bien, elle ne s'improvise pas. Elle doit s'organiser pour permettre un nouveau mode de consultation, pas si différent finalement de la consultation classique au cabinet. On en saura plus dans quelques instants. Alors, la Covid-19 a constitué un véritable levier pour la pratique, mais certains freins d'origine juridique, éthique, économique ou encore sociale handicapent son expansion. Le Royaume du Maroc aspire à un système de santé efficient, équitable et surtout accessible. Et si la télémédecine est un facilitateur, comment alors faciliter la démocratisation de sa pratique et de son accessibilité? La réponse en compagnie de deux experts avec nous ce soir. L'un y a consacré un livre blanc avec un focus sur la téléradiologie et l'autre est une experte en éthique médicale et en droit de la santé. Tout d'abord, avec moi sur le plateau, j'accueille professeur Youssef El-Fakher, donc auteur de ce livre blanc de télémédecine au Maroc, cas de la téléradiologie. Bonsoir, professeur Fakher. Bonsoir, madame. Plaisir de vous recevoir. Plaisir est partagé, merci. Et un plaisir aussi d'accueillir cette fois par satellite professeur Amal Bourkia, néphrologue experte en éthique et communication médicale. Bonsoir, professeur Bourkia. Bonsoir et merci de s'intéresser à un aspect innovant de l'exercice de la médecine au XXIe siècle. Absolument, nous suivons l'actualité, on ne peut plus d'actualité, surtout que nous sommes, et comme je l'ai rappelé il y a quelques instants, à la naissance d'un nouveau système de santé, d'une approche différente de la santé, de l'économie de la santé, de tout l'écosystème de la santé. Alors, j'ai donné une définition de Wikipédia, professeur Fakher, j'ai donné aussi la définition de l'Organisation mondiale de la santé. J'aimerais bien qu'on en sache un peu plus de ce que c'est que la télémédecine avec vous. Effectivement, vous l'avez dit dans votre introduction, la télémédecine, c'est une branche médicale, c'est au fait de la médecine pure et dure, donc on n'innove pas, sauf qu'elle va utiliser ce qu'on appelle les moyens de technologie, de communication. Et donc ce qui est intéressant à relever dans la définition, ce n'est pas la technologie qui utilise la médecine, c'est la médecine qui utilise la technologie. Je sous-entends qu'il y a des sociétés qui ont un savoir-faire en technologie, mais qui n'ont pas le savoir-faire médical. Et donc, c'est de la médecine qui utilise la technologie. Elle peut être utilisée à 3 niveaux. Je pense qu'on aura tout à l'heure l'occasion de donner des définitions. Mais on définit ce qu'on appelle une télexpertise qui se fait entre un médecin, par exemple un médecin d'une région au Maroc, qui demande un avis à un autre médecin du Maroc, ou d'ailleurs pour une pathologie qu'il n'a pas l'habitude de voir, ce qu'on appelle l'expertise. Il y a ce qu'on appelle effectivement la téléconsultation, ça veut dire d'avoir un avis ou une consultation à distance, et il y a ce qu'on appelle la télésurveillance. Et ça, c'est que ce soit dans le domaine des pathologies chroniques, que ce soit en réanimation, etc. Mais au fait, c'est tous les domaines qui utilisent la technologie, et cette partie-là peut être intéressante pour la radiologie, mais elle peut être aussi intéressante pour la néphrologie, aussi intéressante pour la dermatologie, etc. Et donc, les champs d'utilisation de la télémédecine sont immenses. C'est là où il y a de la médecine, et on va jusqu'à un niveau un peu d'expertise où on parle de chirurgie à distance, robotique, et j'en passe. Alors, et ce serait aussi intéressant parce qu'on parle beaucoup de e-santé ou de e-health en anglais, ou de télésanté. Est-ce qu'il y a une différence entre ces trois terminologies, à savoir la télémédecine, la télésanté déjà? Alors, au fait, dans un grand cadre, on parle de e-santé. C'est au fait tous les domaines qui ont entré à la santé, mais qui utilisent la technologie. Et dans ce domaine-là, on parle de la M-santé. Au fait, c'est tous les devices connectés.
On parle de mobile santé, on parle de télésanté, mais ça, c'est tous les supports pédagogiques, tous les supports d'enseignement, de e-learning, ils sont dans la télésanté. Et il y a le côté télémédecine propre. Donc, en fait, c'est une partie de tout un domaine. Exactement. Alors, vous avez parlé des bienfaits de la télémédecine. Professeur Bourkia, pourquoi est-ce intéressant? Vous avez dit que c'était intéressant pour plusieurs pans de la médecine, pour plusieurs spécialités. Comment la télémédecine serait-elle intéressante pour votre spécialité qui est la néphrologie? Oui, comme on le sait, la télésurveillance ou la dialyse à distance, a été parmi les premières spécialités à bénéficier de l'apport de ces technologies, mais elle a tardé à avoir des cadres particuliers, des cadres législatifs, particulièrement en France. Mais ces derniers temps, elle prend de plus en plus une place intéressante. C'est quoi cette dialyse surveillance à distance? C'est que quand nous avons, surtout dans certains pays comme la France, un centre où il y a des spécialistes, des néphrologues, et d'autres centres où il y a que du personnel infirmier qui surveille des patients qui sont relativement en bon état, qui peuvent se passer entre guillemets de la présence présentielle d'un néphrologue, mais le néphrologue pourrait surveiller. Donc il y a toute une machine qui est ce qu'on appelle les générateurs de dialyse qui est connectée. Et donc le médecin néphrologue qui est à distance va s'intéresser à tous les aspects de la séance de dialyse, allant de l'aspect de l'apport du vaisseau, le vaisseau, toutes les constantes du patient, ça va de la température, la tension artérielle, l'ultrafiltration, les données du bain de dialysa, etc. Il y a donc cet aspect de la machine connectée, donc que les néphrologues ou l'équipe de néphrologie à distance a à sa disposition sur un écran, mais ça n'empêche qu'il y a tous les autres aspects, à savoir la téléconsultation, puisque les néphrologues peuvent aussi voir et discuter et suivre un patient à distance, donc la consultation, la téléassistance, ils peuvent assister donc un médecin ou un personnel de santé à distance pour pratiquer un geste médical notamment, et aussi avoir la téléexpertise si jamais il n'y a pas de néphrologue mais un médecin de notre spécialité pour le suivi de ces patients. Donc c'est ce qu'on appelle la télédialyse. Et la télédialyse, avec ces machines connectées, apporte énormément et peut nous aider beaucoup, surtout dans des régions. C'est que le Maroc manque beaucoup de spécialistes et certaines régions, certains centres, surtout quand on veut rapprocher le traitement par dialyse, éviter que les malades parcourent des kilomètres. Donc beaucoup de centres et pas beaucoup de néphrologues. On pourrait donc voir dans cette télédialyse une solution pour ce manque de spécialistes. Certainement. Alors, on a commencé par la pédagogie, place au diagnostic, professeur Fakher. Le Maroc est certes sur la voie, sur la bonne ou pas assez bonne voie, on le verra à travers les chiffres que vous avez, les indices que vous avez collectés dans ce livre blanc, pardon. Quelle est aujourd'hui la maturité de la télémédecine au Maroc? Quelles sont les principales caractéristiques de la pratique de la télémédecine au Maroc? Alors pour vous répondre, j'aurais souhaité qu'on replace un peu le sujet, pourquoi on se doit de faire de la télémédecine au Maroc, si vous me permettez. On l'a vu pendant plusieurs... qu'il y a un déficit énorme en ressources humaines. Je viens de soulever effectivement, professeur Bourkia, pour les néphrologues, mais ce n'est pas propre aux néphrologues. En effet, il y a un gros déficit. Deuxièmement, il y a une mauvaise répartition spatiale des médecins à travers le royaume. 3, on a dit plusieurs fois que le Maroc, réputé être un pays jeune, et est un pays en voie de transition démographique. Et en 2050, un citoyen sur 5 aura plus de 60 ans, donc avec toutes les maladies inflammatoires, mais surtout les maladies chroniques, longues, qui demandent une expertise, mais qui demandent un suivi, des examens répétés. Et bien évidemment, on l'a vu, on l'a pointé du doigt de temps en temps, c'est cette... transition sanitaire où on passe d'un pays où il y avait les maladies infectieuses à d'un pays où il y a des affections qui ressemblent parfaitement à ce qui se passe en Occident, c'est-à-dire, encore une fois, des maladies longues et coûteuses. Donc on se retrouve dans un pays où il y a très peu de ressources humaines et d'un autre côté, une demande accrue en système de santé. Mais parallèlement, sous la bienveillance de Sa Majesté, on se doit d'avoir un pays
il y a une couverture médicale universelle et on se doit d'avoir une équité. Cette équité ne peut pas se faire s'il n'y a pas un apport d'un élément supplémentaire qui peut être porté par la télémédecine. Et donc, au fait, la télémédecine ne peut pas être une source ou une solution à toutes les problématiques de la santé, bien évidemment, mais elle doit faire partie intégrante de cette nouvelle réforme du système de santé. Alors, vous dites qu'elle doit faire partie intégrante de cette nouvelle réforme, parce que la réforme a été annoncée. La réforme a été annoncée il y a... Et j'ai fait quelques petites recherches. Bon, il est vrai que la télémédecine ne fait pas partie des priorités. Il parle de digitalisation. Oui, mais digitalisation. L'article 28 et 29 dans le... Absolument. Mais là, quand on parle de digitalisation, c'est tellement vague. Et je pense aussi c'est par rapport au parcours de soins. Tout à fait. Alors, je pense qu'on a encore une fois débattu sur la nécessité. Il y a quelques mois, personne ne pensait qu'une réforme allait avoir lieu et surtout que tout le monde allait applaudir une haute autorité de santé. Maintenant, c'est de l'acquis et on est en train. Aujourd'hui, et ça, c'est parmi les plaidoyers dans ce livre-là, c'est d'avoir une agence de la santé digitale. On ne peut pas gérer la télémédecine comme on le fait en présentiel. C'est tout un mindset. Donc, elle doit faire partie de cette nouvelle autorité de santé, un pôle pour la santé digitale, et on en a vu, pour gérer la M-santé, la télésanté, c'est-à-dire tout ce qui est production d'intellect en matière de santé, mais savoir aussi, quand on parle de télémédecine, il y a le médecin. Je prends l'exemple de Madame Professeur Berkia. Pour un dialyseur, il y a un personnel de côté avec un patient et de l'autre côté l'expert. Mais entre les deux, il y a des moyens technologiques. Absolument. Qui est responsable de ces moyens technologiques quand il y a un problème? Quand il y a un problème de stabilité, voilà. Donc il va falloir avoir une agence de santé digitale qui gère tout ça, qui gère d'abord, qui intègre la télémédecine comme offre de soins. Et on l'a vu, il y a eu une étude qui est bien faite par le ACP qui disait que les patients âgés, sur 100 patients, pas plus de 10 avaient besoin d'être hospitalisés. 90% de la patientèle n'a pas besoin de ça. Donc c'est des gens qu'on peut prendre à distance pour un avis. C'est juste pas normal d'avoir un patient qui vient du Sud pour aller à Tanger, à Marrakech ou à Rabat pour avoir un avis. Un avis, on peut le donner. Et on peut le donner au patient, mais on pourrait le donner beaucoup mieux à son médecin traitant, dans le cadre d'une telle expertise. Autrement dit, elle doit faire partie intégrante de cette offre de soins. Ce n'est pas une solution à tous nos maux dans la matière de santé, mais il y a une bonne place pour la télémédecine. Elle doit faire partie intégrante de la réforme de la santé. Message est clair pour le ministère de la Santé, en tout cas, peut-être. Alors, revenons à ma question, justement. Quelles sont les principales conclusions de l'exercice de télémédecine au Maroc? Exactement. Ce diagnostic, ce fameux diagnostic. Alors, honnêtement, il n'y a pas d'exercice de télémédecine au Maroc. Il y a des essais. Et ce n'est pas vraiment de la télémédecine, c'est de la santé connectée, ce qui est deux choses. Avoir un avis, quand on fait une échographie, donné un avis sur un liquide, etc., c'est donner un avis, ce n'est pas de la télémédecine. Par définition, en télémédecine, c'est un dossier patient informatisé, c'est-à-dire que le patient a son dossier informatisé. C'est lui qui donne le feu vert, il peut le partager avec le CHU de Rabat, de Casa d'Oujda, ou avec un hôpital. Or là, c'est de la communication, il n'y a même pas de suivi. Et donc, c'est des essais de médecine connectée, ce qui est autre chose. Il y a une plateforme de télémédecine aujourd'hui qui a vu le jour. Alors, au fait, il y a une seule société qui est télémédecine, c'est celle de Casa, c'est la société télémédecine, mais qui aussi, dans son vécu depuis 4-5 ans, c'est plus de la médecine connectée, c'est des gens qui partent dans des lieux lointains pour donner un coup de main. Mais de l'autre côté, il y a un médecin spécialiste, par exemple, je parle le suivi de grossesse, il y a un gynécologue expert de ce côté-là qui voit une échographie. Mais là, on n'est pas dans la télémédecine. On voit à distance, c'est de la médecine, pratiquement, c'est un avis à distance. Or, la télémédecine, il faut qu'il y ait une traçabilité, il faut qu'il y ait un dossier, il faut qu'il puisse être partagé et puis qu'il puisse être suivi. Donc, finalement, il y a des essais pour la simple raison que la loi, même s'il existe, il y avait besoin de certains textes d'application qui n'ont pas vu le jour. Et que, pourquoi je dis encore une fois qu'il y a besoin d'une agence de santé digitale? Parce qu'il va falloir mettre dans le même panier tous les outils législatifs. Et là, on se retrouve un petit peu chez le ministère de la Santé, un petit peu chez le Conseil de l'Ordre, un petit peu chez le CNDP, Conseil national des données à caractère personnel, et c'est une très bonne chose. Un petit peu chez le futur gestionnaire, la CNOPS. Il va falloir
rester autour de la table et retrouver un petit peu une formule qui soit d'abord faite pour le patient, avant qu'elle soit faite pour des sociétés commerciales, pour l'intérêt de la discipline. Je vous fais réagir, professeur Amal Bourkia. Alors, sur cette question-là, sur où nous en sommes au Maroc en ce qui concerne la télémédecine, et si effectivement cette expérience Covid a laissé une trace positive pour l'évolution de la télémédecine. Oui, moi, je pense de façon générale, la numérisation envahit tous les secteurs. Le secteur de la santé ne pouvait pas et ne peut rester à l'écart de cette évolution. Je trouve que nous sommes trop en retard, qu'il y a eu des textes. Malheureusement, comme vient de dire Dr Fakher, il n'y a pas eu de texte d'application. On se retrouve sans véritablement savoir comment appliquer, comment être autorisé à pratiquer cette télémédecine ou la e-santé de façon générale, qui doit non seulement pour la télémédecine avoir une autorisation, et on est dans un cercle vicieux, c'est-à-dire que il faut avoir l'autorisation, la pré-autorisation puis l'autorisation, et on se retrouve entre plusieurs intervenants, notamment une commission de télémédecine qu'on ne connaît pas encore, qui n'est pas encore constituée, et du coup, parce qu'il y a une différence entre le secteur public où il y a eu l'expérience et le secteur privé, donc les médecins exerçant dans le secteur libéral doivent avoir une autorisation. Cette autorisation, jusqu'à présent, personne n'a eu cette autorisation. Il y a eu des plateformes qui ont eu des autorisations, mais c'est des autorisations de la SNDP, mais il faut des médecins, il faut des praticiens. Nous, on est des médecins et donc on suit l'ordre et on doit avoir des autorisations du ministère de la Santé en concordance avec donc le Conseil national de l'ordre des médecins. Tout ceci pour dire que si on continue à tergiverser, à attendre des lois, nous serons dépassés et nous sommes dépassés. Même si vous avez cité qu'on est un seul pays européen à avoir une législation, mais sans pratique, est-ce que la législation, un texte de loi, a réellement de l'importance? Ceci dit, il faut aussi ne jamais oublier que c'est de l'exercice de la médecine, c'est-à-dire l'exercice de la médecine qui obéit à des règles de déontologie et d'éthique, et que malheureusement nous n'avons pas mis en valeur, en place encore et encore, parce qu'on est en retard, une plateforme, c'est-à-dire commencer. Vous avez posé des questions, il y a la législation d'un côté, mais il y a tout le reste, c'est-à-dire déjà la sensibilisation et l'information des professionnels de santé, notamment les médecins, parce que si on n'est pas préparé, on n'est pas familiarisé avec des logiciels et des applications, si on n'a pas donc coordonné nos activités avec ces nouvelles spécialités ou ces nouvelles professions donc qui ont intégré la santé, la e-santé, donc les concepteurs de logiciels, d'applications, etc., qui ne sont pas sensibilisés, qui ne connaissent pas très bien le domaine médical. Et si on n'a pas sensibilisé la population pour pouvoir demain, si on a tous cet arsenal, pouvoir en bénéficier. Parce que tout ceci est fait dans l'intérêt du patient. S'il n'y a pas d'intérêt pour le patient, que ce soit le sujet âgé pour ne pas se déplacer, le suivi des pathologies chroniques qui est extrêmement important, tout ceci n'aura pas d'importance, n'aura aucune valeur. Mais pour nous, les 5-6 années à venir, il n'y aurait plus de télémédecine ni de e-santé. C'est-à-dire, ce serait d'un exercice de la médecine tout court au niveau du 21e siècle. Parce que ceci dit, on essaie de séparer, mais c'est de l'application, l'utilisation des techniques, oui, mais c'est de l'exercice médical. Absolument. Et l'exercice de la loi, parce que, alors, in fine, c'est une question de décret d'application. C'est pour cela, professeur Fakher, que cette loi régissant l'exercice de la télémédecine au Maroc n'est pas complète. Je ne dirais pas ça. Au fait, il y a beaucoup plus, il y a énormément de volonté de l'ensemble des acteurs. Le problème, c'est qu'ils ne se mettent pas autour de la table. Et chacun dicte un petit peu ses conditions. Et la loi a été, je pense qu'il y a eu en 2019 aussi un changement dans quelques élaborations de décrets d'application. Il y a un décret qui date de janvier 2021 aussi. Voilà. Et finalement, mais au fait, les gens ne sont pas autour de la table pour parler le même langage. Et donc, à chaque fois qu'on demande une autorisation, c'est tout un chemin qui n'est pas explicite le premier jour. Or,
Quand on voit actuellement qu'il y a des plateformes, oui, mais les plateformes ne sont pas autorisées. Aucune des plateformes n'est autorisée à faire de la télémédecine. La télémédecine, il faut être inscrit au Conseil de l'ordre. Oui. Donc c'est pour les médecins. Ensuite, pour pouvoir faire ça, il va falloir être accompagné par une société de télémédecine qui doit avoir l'approbation du CNDP dans la règle de l'art. La CNDP, elle dit « je veux bien », mais il y a des choses qui me dépassent. C'est l'ADA, c'est l'agence digitale. Et donc finalement, c'est pour ça que je dis l'intérêt d'une agence de santé digitale, c'est de pouvoir réglementer tout ça et dire voilà comment on travaille au Maroc, voilà ce qu'on fait, voilà ce qu'on ne fait pas. Là, on parle que du privé, parce que quid du public aussi. Alors, quand on voit un petit peu le texte de loi, je pense en 2018 ou 2017, d'abord il y a une discordance, pas une discordance, mais j'allais dire un terme un petit peu, une schizophrénie dans la gestion de la chose. On demande aux médecins publics des documents et on demande aux médecins privés des documents beaucoup plus importants. Je vous donne un exemple. Dans le cadre pour avoir une autorisation d'exercer dans le public, on ne demande pas l'autorisation du CNDP. Par contre, on le demande pour le privé. Moi, il me semble que la médecine est une seule. Ne pas avoir le droit à des données à caractère personnel dans le privé, mais dans le public, c'est permis. Il y a, voilà, encore une fois, je me répète. Il y a une fuite de données, hein, de données à caractère personnel sur des dossiers de santé, et ce n'était pas dans le privé. Je n'en ai pas les compétences, je ne vais pas répondre. Il y a quelques mois, moi en tout cas, c'était voilà. quelque chose qui s'était passé chez nous. L'idée, c'est quoi? C'est qu'il y a un patient, et en plus on en a parlé, il n'y a pas un patient qui reste depuis sa naissance jusqu'à sa mort dans le public, mais il part dans le privé, il part dans une fondation, il part dans l'Institut de santé de l'armée, donc il y a besoin d'uniformiser ce parcours-là. Oui. Et c'est pour ça qu'il va falloir revoir la chose. Deuxièmement, vous disiez tout à l'heure par rapport au Covid. Le Covid, ce n'était pas la télémédecine. Alors, Covid, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait les WhatsApp. De la téléconsultation. De cette téléconseil. C'était du conseil qu'on donnait, que les gens donnaient un conseil par rapport à un traitement. Mais les médecins consultaient, enfin, le patient pouvait consulter à distance. C'était consulter, au fait, c'était un essai généreux de la part de l'ensemble des médecins, mais de l'ensemble de la société, que ce soit au Maroc, que ce soit ailleurs. Oui. Et ça a été applaudi par tout le monde, ne serait-ce que pour le plan psychologique, et c'est parfait. Sauf que ce n'est pas de la télémédecine. Ça ne répond à aucun critère de télémédecine, et il va falloir ne pas accepter, encore une fois, de la télé, parce que c'est du téléconseil. Le téléconseil n'est pas reconnu par le législateur. Le législateur reconnaît télémédecine, téléexpertise, télésurveillance. Téléconsultation. Téléconsultation, bien évidemment, mais pas le conseil. Mais c'est quoi la différence entre conseil et consultation? Le conseil est donné par les sociétés, j'allais dire, permettez-moi, mais une société commerciale, elle donne un conseil sur tel habit, tel lave, mais un médecin est le seul habilité à donner une téléconsultation. Le téléconseil n'existe pas chez les législateurs. C'est une téléconsultation qui prend l'interrogatoire, le traitement et le conseil. Mais on n'est pas en train d'orienter le conseil. C'est pour ça que je vous dis, parce que quand on revoit un petit peu ce qui s'est passé, c'est des sociétés purement commerciales qui faisaient du téléconseil et qui prenaient des rendez-vous pour des gens, etc. Ce qui n'est pas permis. Là, comme disait Mme Borkia, il faut rester médecin. La télémédecine, c'est de la médecine qui utilise les moyens de la technologie pour les besoins du patient. Ce n'est pas du commerce. Et là, il va falloir encore une fois définir les limites. Vous avez parlé de Covid. Moi, j'ai envie aussi de faire le lien avec ce chantier de la couverture médicale et sociale. Puisque c'est une question de données, de digitalisation de l'offre ou du parcours de soins du patient, comment cela, selon vous, professeur Amal Borkia, comment cela pourrait éventuellement donner un coup de boost à la pratique de la télémédecine et surtout à sa démocratisation au Maroc, surtout comme on l'a rappelé, il y a un déficit en ressources humaines, il y a cette question démographique aussi et spatiale surtout. Donc est-ce que selon vous, on ne devrait peut-être pas capitaliser sur l'expérience Covid, mais définitivement compter sur ce chantier de la généralisation de la protection sociale? Ah oui, c'est un acquis, bon, c'est même pas la peine de le redire, énorme, important.
Mais on connaît l'augmentation incroyable et importante un peu à travers le monde dans notre pays des maladies chroniques, si on peut parler que c'est des maladies chroniques. Des maladies, bien sûr, les maladies cancéreuses, la problématique des pathologies psychiatriques, etc. Donc il va y avoir un nombre de plus en plus de malades et de patients qui demandent des experts et notamment des spécialistes. Et on a vu que la répartition n'est jamais très vraiment équitable et surtout qu'ils sont concentrés dans des milieux urbains. Donc il est très clair qu'en utilisant ces nouvelles technologies et en rapprochant ces experts de la population, qui on dit toujours éloignés, mais ce n'est pas toujours vraiment nécessaire d'être très éloigné pour ne pas avoir accès à des spécialistes, surtout que maintenant on connaît le développement de la médecine et même la majorité des spécialités se sont scindées en hyper spécialités, super spécialités si on peut le dire, et donc on aura besoin de plus en plus de spécialistes hyper spécialistes. Donc, comme on disait, pour un avis, il n'est pas nécessaire de se déplacer, mais l'exercice doit rester contrôlé. C'est-à-dire que, comme l'a souligné, c'est pas possible qu'on voit les conseils être mélangés à de la pratique médicale. Parce que dans la pratique médicale, il y a une responsabilité qui commence déjà par l'identification et l'acceptation du patient et le médecin. C'est-à-dire le médecin doit être clairement identifié, le patient aussi, et il doit accepter d'être donc interrogé, d'être examiné, de soumettre ses examens biologiques ou radiologiques à ce médecin. Donc c'est la confiance. C'est un des principes éthiques par lequel il faudrait commencer. Donc le fait de sensibiliser la population à la demande de la télémédecine va un petit peu soulager la pression qu'on pourrait avoir une fois que ce chantier est terminé, que tout le monde aurait cette couverture donc médicale, il y aura une demande. C'est cette peur de demande importante en spécialistes, la télémédecine ou l'exercice de la médecine à travers ces technologies, que ce soit aussi la téléassistance, la téléexpertise. Moi, je trouve que la téléexpertise est extrêmement importante et moi, je la mets au devant parce que la téléconsultation ne doit pas remplacer la consultation classique et on ne doit pas avoir de dérapage parce qu'on a une facilité, que ce soit pour le patient, pour le médecin, on y va. Par contre, avoir un avis d'un autre médecin ou de plusieurs autres médecins pourrait faire bénéficier l'ensemble de la population marocaine d'une certaine expertise. Bien sûr aussi, la téléassistance, assister un confrère, bon, la pratique d'un acte médical ou chirurgical à distance, maintenant ça se fait même à travers le monde, pourrait être très importante. Donc ce chantier bénéficierait énormément de l'usage de cette télémédecine, mais avec la condition de respect de l'ensemble des données. Parce que ce qu'on oublie, parler des plateformes, c'est que le médecin est responsable. Il y a la responsabilité médicale, non seulement vis-à-vis de la confiance du secret médical, etc., mais des différentes données. Il doit regrouper, ramasser et conserver l'ensemble des données, que ce soit au niveau d'examen clinique, l'anamnèse, etc., mais la biologie, la radiologie, et tout ce qu'il a conseillé, c'est pas ce qu'il a prescrit. Et tout ce qu'il a prescrit parce qu'il pourrait être poursuivi par la suite, on peut lui demander de quand vous avez vu tel patient, c'est comme si vous l'aviez un patient. C'est pas du tout donner un conseil et s'en aller. Et toutes ces données sont très importantes. Autre chose, il doit expliquer au patient tous les tenants et les aboutissants de cette consultation à distance. Il doit être sûr, il doit lui expliquer aussi ce que vous venez de dire, qu'il pourrait y avoir des fuites parce que les données de santé peuvent être... ils sont même très prisés par la cybercriminalité. On a vu des exemples, même en Europe, des hôpitaux attaqués, etc., et pendant le Covid également. Donc, toutes ces données sont très précieuses pour une population, que ce soit pour préparer des vaccins, préparer des médicaments ou pour avoir une idée sur l'épidémiologie d'un pays ou sur la situation des différentes maladies. Donc, si on revient à dire que les médecins sont responsables de l'utilisation de ces technologies. Ils doivent la défendre. Ils doivent être formés et sont encouragés et entre eux pour pratiquer, parce que la pratique, maintenant, qu'est-ce qui arrive? Comme vient de dire Nogzvarel, la législation, les autorisations, si on peut les appeler légales, tardent à venir, et du coup, la nature a horreur du vide, et donc on voit se développer une autre façon de faire cette
je ne dirais pas justement télémédecine, mais cette façon d'utiliser les appareils connectés pour donner des conseils qu'on pourrait utiliser, ou je sais pas. Dans toutes les spécialités, professeur Bourkia, je vous pose la même question juste après, justement. Est-ce que c'est valable pour toutes les spécialités? Malheureusement, pour nombreuses spécialités, on n'en a pas les chiffres. Mais donner un avis sur une image, je parle pour la radio par exemple, donner un avis sur une image qui a été adressée par un collègue sur WhatsApp, c'est juste pas normal, c'est pas de la télémédecine tout ça. Donc c'est encore une fois, on donne un avis, mais un avis doit être éclairé et l'avis implique en tant que médecin une prise en charge diagnostique et thérapeutique et donc il va falloir être engagé. Si vous permettez, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, l'impact de la télémédecine, si on voit le côté de la radiologie, qu'est-ce qu'elle peut apporter? Nous avons vu que l'État, le ministère de la Santé, a fait énormément d'efforts et il y a plusieurs hôpitaux actuellement au Maroc qui sont dotés de scanners d'IRM, etc. Mais parallèlement, et ça c'est pas mes chiffres, c'est les chiffres du ministère de la Santé qui ont été repris par l'IRS, il y a des hôpitaux où il y a une IRM, la région de Bnimlep, pour ne pas la nommer, en 2019, ils ont une IRM dernier cri, mais ils ont produit 0 malade. On peut se poser des questions, mais probablement aussi parce que peut-être il y a aussi un déficit en ressources humaines. Alors, là où il y a les scanners, les IRM, il y a bien évidemment des techniciens, il va falloir les accompagner. Et donc, produire un scanner, un IRM, être transféré de données sécurisées, on peut travailler en tant que téléradiologue, sur une activité et le malade ne se déplace pas. Quand bien même il y a un scan, une IRM, mais le médecin termine à 15 heures. À 15 heures, on ferme, donc quand il a une urgence ou un accident, il faut le porter à ambulance, etc., la ville la plus proche. Donc la télémédecine, dans le cadre de la téléradiologie, peut donner un coup de main en termes d'interprétation pour des examens de jour, mais prendre le relais, mais pour les urgences. Et donc, on ne demande pas aux patients de partir dans le privé ou de changer, c'est le médecin à la région, etc. Donc on va donner une valeur ajoutée à la région. 2, on aura un compte-rendu de qualité, de meilleure qualité, parce qu'il sera effectué par des téléexperts, chacun dans son domaine. Et le chemin faisant, c'est que finalement, l'intérêt de la prise en charge du patient ne sera qu'amélioré, que ce soit pour le patient, que ce soit pour l'équipe de soignante. Et comment justement rapprocher le patient de cette technique? Comment rendre cette technique, comment la déployer? Alors, en tant que téléradiologie, il n'y a pas besoin de faire de la promotion, de la publicité, ni quoi que ce soit. Tous les hôpitaux du Royaume savent qu'ils ont un déficit en ressources humaines en matière de radiologues. Mais ils ont tous un scanner en IRM. Donc finalement, ils peuvent produire des examens, mais il n'y a personne pour les interpréter. Oui. Donc ce qu'on appelle un forfait technique. Le technique est fait. Maintenant, le technique, il va falloir accompagner les techniciens qui sont de bonne formation, mais il faut les accompagner pour Quelle formation? C'est-à-dire un médecin doit avoir aussi une formation pour pouvoir pratiquer. Je prends un exemple. On va prendre une région du Maroc où il y a un scanner, mais il y a un scan, écho, etc., mais il n'y a qu'un seul médecin. Et il ne peut pas tout faire. Donc, il peut faire des échographies, des urgences, ou même en faisant tout, à midi, il arrête l'activité, ou là, à 2 heures ou à 3 heures. Donc, le technicien peut faire un scanner cérébral. Et on peut l'accompagner pour des choses plus évoluées. Le scan cérébral ou le scan abdominal ou thoracique peut être fait dans des conditions de ce qu'on appelle les bonnes recommandations, de bonnes pratiques, et interprété à distance. Maintenant, qui interprète? La question, c'est, on ne veut pas que les scanners ou la radiologie soient interprétés comme quelqu'un qui interprétait le crâne le ferait pour le si on fait, voilà, vous avez raison, si on fait de la téléradiologie, c'est pour que ça soit lu par un expert. Si ma compétence se limite au crâne, je ne dois pas interpréter le thorax. Il y a des collègues qui le font. Quel est l'intérêt de tout ça? C'est de donner un bon diagnostic, éviter que le malade soit opéré pour rien, éviter qu'il soit hospitalisé pour rien, des bilans, c'est-à-dire qu'on oriente la prise en charge. Et donc l'intérêt est énorme. Donc le patient ne sera pas, on ne demande pas au patient de se déplacer, on demande au patient d'aller dans son hôpital régional de tous les jours. Et le travail se fait avec le directeur de l'hôpital et bien évidemment avec la délégation et le ministère de la Santé. Très bien. Un mot peut-être sur justement les moyens pour déployer cette télémédecine au plus près des patients au Maroc. Professeur Bourkia. Oui, j'ai déjà un petit peu avancé, c'est-à-dire la sensibilisation dont seulement de la population pour faire appel et demander cette télémédecine. Mais la télémédecine, comme on vient de le dire,
elle n'est pas encore autorisée, c'est-à-dire les médecins n'ont pas d'autorisation d'exercer et il n'est pas remboursé. Et donc, vous savez que quand il y a un acte qui n'est pas remboursé, il ne va pas se développer. Et pour qu'il soit remboursé, il faut qu'il rentre dans la nomenclature donc des maladies, des remboursements, des prises en charge, etc. Et tant qu'il n'est pas remboursé, il ne sera pas vraiment utilisé. D'ailleurs, l'évolution qui s'est faite, par exemple, en France, avant, quand la télémédecine n'était pas remboursée, et l'augmentation incroyable de l'utilisation quand elle est devenue remboursée est impressionnante, donc vraiment importante, parce qu'elle a été considérée comme une vraie consultation, que ce soit consultation patient, comme les radiologies ou autres, donc c'est un avis médical. Mais la crainte des organismes de couverture médicale, c'est qu'il y ait une surconsommation. Donc une surconsommation, quand on a une facilité d'accès à une consultation médicale, à un spécialiste, à un examen. C'est pour cela qu'il doit être intégré dans un parcours de soins. Oui. Dans un parcours de soins où il y a, par exemple, pour les pathologies chroniques XY, il y a un certain nombre de consultations qui soient faites en présentiel ou à distance, comme la téléconsultation ou autre, et où vient la visite d'un médecin spécialiste. À ce moment-là, il n'y aurait aucune peur et tout le monde pourrait utiliser cette télémédecine. Mais je crois qu'on ne peut plus échapper à ça. Il faudrait faire vite et aller vers la concrétisation, donc la mise en place, on peut dire, de ces techniques au service du patient. Parce que l'objectif essentiel, c'est le patient. C'est sûr que les patients dans des régions vont bénéficier, les personnes âgées, les personnes en fin de vie, les sujets qui ne se déplacent plus, les maladies très sévères et graves, les maladies mentales, les enfants aussi, parce que vraiment un des objectifs, il est payé les expériences, par exemple dans notre domaine, surtout néphrologie pédiatrique, l'expérience australienne est très probante. Et vraiment, il y a un suivi parce que les gens se fatiguent avec la maladie chronique. C'est ça la problématique et c'est un point très important. Il y a eu des études pour parler de l'économie, c'est-à-dire est-ce qu'on fait vraiment de l'économie en utilisant la e-santé ou particulièrement la télémédecine. C'est pas très probant parce qu'il n'y avait pas un nombre très important, mais il y aura certainement un certain avantage. L'avantage va apparaître dans quoi? Dans l'éducation thérapeutique, c'est-à-dire le malade va suivre son traitement, les médecins vont avoir donc un œil sur ce suivi de maladies chroniques et il y a aussi donc tout le lifestyle qui va utiliser la prévention, parce que la médecine de demain, ça va être préventif plus que curatif. Et du coup, on va rentrer dans le conseil, le bien-être, l'utilisation donc d'une bonne alimentation pour prévenir ces maladies. Et peut-être avec le temps, probablement, on ferait des économies et on protégerait la santé de la population. C'est extrêmement important donc de revoir tout ça et comme on dit, il faut qu'on travaille ensemble. Malheureusement, chacun travaille dans son petit coin, il sort un petit texte et après il n'y a rien. Et c'est triste parce que la digitalisation, la numérisation plutôt aussi, ne va pas nous attendre. Les autres domaines avancent très vite et l'intelligence artificielle est là. Nos applications, non, on va tout savoir. Malade qui rentre en réanimation, ce qui va faire une insuffisance rénale aiguë, le rejet de greffe demain comment, une image radiologique analysée avec des millions d'exemples, etc. Donc à nous de pousser. Et c'est pour ça que je vous ai remercié dès le départ sur le choix du sujet, parce qu'il faut qu'on en parle de plus en plus pour sensibiliser tout le monde, hein, parce qu'on est tous responsables. Mm-hmm. Alors, on est tous responsables. Est-ce que start-up et corps médical font bon ménage, professeur Fakher? Parce que vous dites, et je rappelle d'ailleurs, c'était l'une des premières recommandations quand on a commencé cette émission, et cela fait partie du livre blanc dont vous êtes l'auteur, de la nécessité de mettre en place une agence de santé digitale. Alors, on a des start-up et on a de l'autre côté des médecins. Ben, il va falloir qu'on ait aussi un esprit créateur et d'entreprise. On ne peut pas demander à... Les ingénieurs sont bien formés, mais il leur faut une question. C'est un peu comme l'intelligence artificielle. Il faut poser la bonne question pour avoir la bonne réponse. Ils ne peuvent pas produire quoi que ce soit de façon isolée. Donc il va falloir qu'on leur pose les questions. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait, à un certain moment, qu'il y ait des bridges entre les médecins d'un côté et les ingénieurs de l'autre. On a d'excellents ingénieurs, encore une fois, qui sont destinés à l'export. On en a parlé. Il y a des médecins aussi qui sont destinés à l'export. On pourrait faire un excellent travail en mettant ensemble ces deux compétences.
On doit aussi développer, on l'a dit, dans le cadre d'une santé digitale, mais surtout d'une digitalisation des données de la santé, avoir nos propres data. Quand on a nos propres data, on peut développer notre intelligence artificielle. C'est pas pour être, c'est parce que chaque intelligence artificielle est propre à la question qui lui a été posée. Donc on ne peut pas importer des données d'intelligence artificielle hindoue ou portugaises parce qu'ils sont bruns, parce qu'ils sont un petit peu petite taille, ils ressemblent aux Marocains. Non, nous avons vu que notre gène n'a rien à voir ni avec le français, ni avec l'espagnol, même nos voisins. Donc il va falloir avoir nos propres données pour pouvoir avoir des datas, et ces datas-là, c'est les ingénieurs de start-up. Et on a d'excellents ingénieurs start-up, ils l'ont montré à chaque fois que besoin, que ce soit dans le Covid. Donc il y a besoin, encore une fois, dans ce cadre d'agences de santé digitale, qu'on mette les compétences ensemble pour produire. Et on est capable de produire, au-delà des agrumes, de la matière grise et de l'exporter aussi. Et je pense que beaucoup d'Africains, de nos amis africains, suivent un peu le dénouement de... Absolument. Voilà. Parce que ce sont les mêmes, les défis sont les mêmes, que ce soit démographique, que ce soit de transition de santé. On partage un peu les mêmes défis Le sur Maroc le est un chaudron pour eux. Et donc, ils vont... On est à 5-10 ans de différence par rapport à beaucoup de pays, mais finalement, ils se voient en nous parce qu'on a les mêmes déficits. En Afrique, pratiquement en dehors de l'Afrique du Sud et de l'Égypte, le nombre de radiologues, pour parler de ça, ils sont moins importants que ceux de l'île de France. Dans tout le continent. Dans tout le continent. Ouais. Nos amis au Sénégal, ils sont 50, en Mauritanie, ils sont 10 ou 15, etc. Et donc, le problème se pose avec acuité un peu partout. Et donc, quand on fait de la télémédecine, on ne le fait pas pour la téléconsultation, comme disait à juste titre Mme professeure Bourkia, ce n'est pas pour l'intérêt du patient ou l'intérêt du citoyen ou du médecin, mais on le fait parce qu'on peut rendre service à quelqu'un à distance en lui apportant une expertise. Cette même expertise est demandée par nos amis. Oui. Et donc rien ne nous empêche d'avoir un avis d'un ami sénégalais qui est expert dans l'oreille droite. Donc voilà la télémédecine. La télémédecine ne se limite pas uniquement à la frontière, déjà. Il n'y a pas de frontière pour ça. Cela. Mais par contre, on a besoin d'une infrastructure dans le système dans la transformation et dans la diffusion de l'information pour qu'on ait une étude sur les données, je le répète encore une fois. Encore une fois, il ne s'agit pas de données nationales. Les régions de Oujda n'ont rien à voir avec Dakhla et encore moins avec la région de Bni Mellal. Et si on n'a pas ces données-là, on ne peut pas avoir une politique ciblée. Et comme se disait encore une fois si bien, c'est la prévention qui prime. Et donc les payeurs ou les assureurs sauront que prévenir vaut mieux que guérir. Et quand on prévient à distance, ça mettra moins de charges par rapport aux donneurs d'ordre et aux assurances. Un dernier mot, professeur Amal Bourkia, peut-être sur la prochaine étape, selon vous. Donc, selon professeur El-Fakir, je pense que vous partagez son avis, c'est la création de cette agence de santé digitale, alors que nous apprêtons à voir naître cette haute autorité de la santé. Selon vous, et un dernier mot sur justement l'évolution de la télémédecine compte tenu de son importance avec tout ce qu'on a suivi tout au long de cette émission. Il est certain que s'intéresser à la partie numérique, donc digitale, si on peut dire, de la santé est très importante. Elle a besoin d'être structurée et l'agence ou sous-agence, je ne sais pas comment on peut l'appeler, mais l'essentiel des gens qui vont faire justement travailler ensemble le corps médical, les médecins, avec tous les concepteurs de ces applications, de ces logiciels, etc. Parce que eux ne sont pas habitués à la médecine, ils ne sont pas habitués à voir donc les dossiers, la mort, la difficulté, les traumatismes, ces images, etc. On peut les sensibiliser à ces aspects. Comme nous, ils peuvent nous sensibiliser à une meilleure utilisation de toutes ces technologies dans l'intérêt de nos patients, en respectant bien entendu l'éthique et la déontologie. Et moi, j'irai aussi vers la formation. La formation, il faut qu'on commence à former les médecins, donc au niveau des facultés de médecine, à l'importance et la place
que va avoir donc la médecine qu'ils auront à exercer dans les années à venir et ne sera que numérique essentiellement. Et donc ils doivent être préparés à cette société de consommation du numérique, de tous ces aspects donc technologiques, et à les utiliser à bon escient dans l'intérêt de la population pour d'abord protéger sa santé et après soigner donc ces maladies. Juste peut-être finir avec des chiffres pour la télémédecine, par exemple, dans la région MENA, le quart est drainé par les Émirats arabes unis. On comprend pourquoi, parce qu'il y a un gros coup de pouce de l'État vers la technologie, vers l'innovation. On en témoigne que les fonds qui sont destinés aux startups. La télémédecine aux États-Unis, eh bien, le pourcentage d'Américains qui utilisent la télémédecine est passé de 11% en 2019, donc pré-Covid, à 46% en avril 2020. Et c'est resté sur le même trend, parce que 37% des adultes ont utilisé la télémédecine au cours des 12 derniers mois. Ça, c'est aux États-Unis. En Israël, 250 millions de dollars pour la Digital Health as an engine of growth, comme un engin de développement, alors que nous sommes dans un nouveau chemin de développement. Un dernier mot, c'est pour qui ce livre blanc? Qui cible-t-il, Youssef Fakher, professeur Fakher? Alors, je voulais d'abord, je l'ai dit, je pense, je voulais éclairer un petit peu l'opinion publique sur la télémédecine en général, la téléradiologie en particulier. Je voudrais aussi éclairer les preneurs de décisions politiques sur ce domaine-là. J'ai essayé de faire quelques pages le plus proche du sujet pour que la compréhension soit complète. Je voudrais aussi sensibiliser celles et ceux qui seront en charge du système de santé que, compte tenu de ce qu'on a vu, le déficit qui est pratiquement de 30 000 médecins, et même si la formation passe de 5 ans, il y a un gap et on a du mal à l'avoir. Par contre, avoir des experts de l'envergure de Mme Borkia et d'autres, on n'y en a pas une tonne, donc on peut toujours avoir besoin de leur façon de travailler, et c'est ce qu'on appelle télé-expertise. Et surtout, je voudrais le dire haut et fort, qu'une télémédecine qui ne obéit pas aux règles posera plus de problèmes qu'elle n'en résoudra. Et donc, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est de la télémédecine, c'est de la médecine qui utilise la technologie et pas des sociétés commerciales qui utilisent la médecine. Voilà. Et non, le contraire. Merci beaucoup, professeur Youssef Fakher. Je rappelle donc que vous êtes auteur de ce livre blanc de télémédecine au Maroc. Vous êtes également auteur d'un autre livre blanc sur la réforme de la santé. Je voudrais également étendre mes remerciements à la professeure Amal Borkia, qui est professeure de néphrologie également, présidente de l'association Rein. Merci, professeur Borkia, d'avoir été avec nous, d'avoir répondu à nos questions sur la télémédecine ce soir. Merci à vous. Voilà, c'est la fin de Questions d'actu. Merci à vous pour votre fidélité à l'émission. Très bonne soirée.